Bonjour, dans cette plaidoirie, je vais défendre la gestation pour autrui, ou dit plus simplement, le droit d'être une mère porteuse. Je vais dans un premier temps donner des arguments en faveur de la GPA, et dans un deuxième temps, je vais discréditer les arguments de la partie adverse qui est contre la GPA. Premier argument, la liberté d'utiliser et de monétiser son corps. Un ouvrier loue ses bras, un ingénieur loue son cerveau, un mannequin loue son corps et sa beauté, une actrice de X loue ses attributs sexuels, un donneur de sang offre ou vend son sang, un donneur de sperme ou d'ovocytes offre ou vend ses gamètes, un donneur de rein ou de foie offre un organe. Pourquoi une femme n'aurait-elle pas le droit de louer son utérus? Elle peut louer son vagin à un acteur de X et à une caméra de cinéma, mais elle ne peut pas louer son ventre pour donner la vie. Où est la logique? Deuxième argument, le contrôle total de son ventre. Une femme a le contrôle presque total de son utérus. Elle peut par exemple avoir le droit de faire un enfant avec un homme de passage, sans lui demander son avis, et d'avorter si elle le veut, ou bien de porter un enfant et d'accoucher sous X. Donc elle fait ce qu'elle veut de son ventre et de ce qui est dedans, sauf porter un enfant qui n'est pas génétiquement d'elle. Belle hypocrisie. On voit donc qu'il y a là une incohérence. Difficile d'accepter qu'une femme ait le droit légitime de tuer son fœtus, mais qu'elle n'ait pas le droit de permettre la vie du fœtus d'un autre couple. Le droit de tuer, mais pas celui de donner la vie. Troisième argument, le droit d'être altruiste. Tout le monde a le droit d'être bénévole, de faire de l'humanitaire, de donner de l'argent pour une cause, etc., etc. Eh bien, certaines femmes ont envie d'aider en offrant leur ventre pour un autre couple. Prenons l'exemple d'une femme infertile qui n'a pas pu être enceinte toute seule et qui a été obligée de recourir à un don d'ovocytes d'une autre femme. Elle a connu le bonheur d'être mère grâce à cette générosité. Il est normal qu'elle veuille à son tour aider un autre couple. Mais comme elle est infertile, elle ne peut pas aider en donnant ses ovocytes. Mais son ventre, lui, fonctionne bien. Et elle peut aider un autre couple où la femme est fertile, mais où elle n'a pas d'utérus fonctionnel. Elle a ainsi l'impression d'aider les autres comme on l'a aidée elle-même. Elle peut aussi faire ça par volonté politique d'offrir son ventre pour soutenir par exemple le droit des homosexuels d'avoir un enfant. Ou bien pour aider sa famille par exemple en aidant une sœur ou une cousine qui ne peut pas être enceinte. Bref, on a le droit d'aider les autres et de leur faire plaisir. Quatrième argument, le droit pour les femmes d'avoir une carrière professionnelle. Là, je vais chercher dans les cas extrêmes. Certaines femmes veulent une GPA alors qu'elles sont parfaitement fertiles et pourraient sans danger tomber enceintes. Elles le font pour leur carrière professionnelle. Dans certains pays comme les USA, il n'y a pas de congé maternité. Dans ces conditions, être enceinte peut être problématique pour leur carrière. Mais, même dans les pays où il y a un congé maternité, être enceinte peut être très préjudiciable. Par exemple, une chef d'entreprise, une avocate ou une architecte peut-elle raisonnablement abandonner son entreprise, son cabinet et ses clients pendant des mois? Pour ces personnes-là, être enceinte peut signifier la fin de leur carrière et la fin des rentrées d'argent. Doit-on obliger ces femmes à choisir entre leur désir d'enfant et leur carrière lorsque les deux sont incompatibles? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner que les hommes monopolisent les plus hautes fonctions de la société. Passons maintenant à la discréditation des arguments anti-GPA. Premier argument anti-GPA, c'est une marchandisation du corps de la femme. Selon les anti-GPA, puisqu'il y a transaction d'argent, alors on marchandise le corps de la femme. Cet argument est tout à fait valide, du moins lorsqu'il y a une transaction d'argent. Donc oui, le corps de la femme est marchandisé avec la GPA. Mais est-ce que cela est un problème? Qu'en pensez-vous? Peut-on marchander son corps? Si vous avez envie de répondre oui, alors la GPA ne doit pas vous poser trop de problèmes. Si vous avez envie de répondre non, alors très bien, mais dans ce cas-là, vous devriez également être contre le travail salarié. C'est quand même le principe même du travail que de marchandiser son corps. Être salarié, c'est être payé par quelqu'un d'autre qui va louer votre corps, vos bras, vos jambes, votre cerveau, etc., afin de produire quelque chose qui lui rapporte plus que ce que vous lui coûtez. C'est donc clairement une forme d'exploitation. Vous recevez moins d'argent que le produit de votre travail. Si effectivement le travail en lui-même vous pose problème, alors il est normal et logique que vous vous opposiez également à la GPA rémunérée. Mais dans ce cas-là, vous devriez avoir d'autres combats à mener plus importants que celui de la GPA.
aller militer pour le revenu universel, pour la décroissance, pour l'abolition du capitalisme, et laisser les femmes s'occuper d'elles-mêmes comme des grandes. Deuxième argument anti-GPA, la marchandisation d'un enfant. Un autre argument fétiche des anti-GPA, c'est le fait que payer pour avoir un enfant, c'est le traiter comme une chose. Comment vivra-t-il cela? Savoir qu'il a été l'objet d'un achat et d'une transaction. Je vous laisse y réfléchir un peu. Est-ce vraiment problématique? N'avez-vous jamais été le sujet d'une transaction financière? Non? Relisez votre contrat de travail. Si vous apprenez que vos parents avaient fait cela, auriez-vous préféré ne jamais naître plutôt que d'être né dans ces conditions? Cela vous perturberait-il gravement au point de ne plus être heureux d'être en vie? Encore une fois, c'est un choix qui vous est très personnel. Je pense personnellement que la très grande majorité des enfants nés de GPA sont heureux d'être nés, alors que si leurs parents n'avaient pas fait de GPA, ils ne seraient pas là pour se poser la question. Troisième argument. On retire un bébé à sa mère. La mère porteuse n'est pas la mère génétique de l'enfant, c'est important de le préciser. On ne lui a pas retiré son enfant génétique. Après, c'est à chacun de décider quelle importance il souhaite donner à une mère porteuse qui n'a pas voulu cet enfant et ne veut pas s'en occuper, comparé à une mère génétique qui l'a désiré, qui va l'allaiter, lui donner de l'amour et l'éduquer. Qui est celle qui est la plus importante aux yeux de l'enfant d'après vous? Quatrième argument. La gestatrice est une victime, une pauvre femme obligée de louer son ventre pour pouvoir vivre. Une femme à qui on enlève de force son bébé qu'elle aime pour le donner à de riches commanditaires. Cet argument est sûrement le meilleur des anti-GPA, car il décrit une exploitation dégradante et humiliante des pauvres par les riches. Il pourrait être à lui seul une raison valable pour interdire la GPA. Cette description reflète par exemple ce qui se passe parfois en Inde ou en Ukraine. Des femmes exploitées, un contrat de GPA défavorable aux mères porteuses, un soutien psychologique inexistant, une mauvaise sélection des mères porteuses. Au final, on obtient quelque chose de proche de l'exploitation d'êtres humains. Mais l'argument est fallacieux. En effet, nous avons là une généralisation abusive d'un cas particulier. Par exemple, je pourrais dire que ce n'est pas parce qu'à Dubaï, on traite les ouvriers indiens et pakistanais de façon inhumaine, en leur retirant leur passeport et en les faisant travailler dans des conditions totalement anormales, que l'on doit pour autant interdire en France d'employer des ouvriers. Eh bien c'est pareil pour la GPA. L'Inde fait ça de façon immorale, mais c'est une généralisation abusive de croire que c'est partout pareil. Selon les pays, la GPA peut se faire contre rémunération, ou bien seulement avec un dédommagement, ou bien même gratuitement. Dans les pays où les mères porteuses ne sont pas rémunérées, comme au Canada, il devient très difficile de soutenir la thèse que ces femmes sont esclavagisées et que l'on profite de leur pauvreté. Et pourtant, on y trouve des mères porteuses, c'est elles qui choisissent le couple qu'elles souhaitent aider, c'est elles qui ont le pouvoir, mais elles font cela gratuitement par altruisme. Idem dans les pays où il y a juste un dédommagement, certes la mère porteuse reçoit un peu d'argent, mais ça compense juste les journées perdues pour les rendez-vous médicaux, les vêtements de grossesse à acheter, les souffrances endurées, pas de quoi devenir riche. On ne gâche pas 9 mois de sa vie et on se tape pas les douleurs de la grossesse et de l'accouchement pour gagner des clopinettes. Si elles font cela, c'est donc pour d'autres raisons que pour l'argent. Reste à parler des pays comme les États-Unis où la mère porteuse est rémunérée. La GPA peut alors être considérée comme une location du ventre de la femme. Dit comme cela, cela peut être choquant. On imagine tout de suite les femmes pauvres de Harlem qui s'humilient à louer leur corps contre un peu d'argent pour de riches New-Yorkais blancs de Wall Street. On sent un relent d'esclavagisme. Sauf que ce n'est pas la réalité. Aux USA, ce sont plutôt des femmes blanches, déjà mères de 2 enfants, et de la petite bourgeoisie qui sont sélectionnées pour être mères porteuses. On est loin de l'image indienne des mères porteuses. Dans ce genre de pays, l'argent est en effet un incitatif à prendre en considération. Il va bien aider la mère porteuse qui pourra par exemple rembourser le crédit de sa maison ou s'acheter une nouvelle voiture. Mais il n'est pas forcément le principal incitatif, comme en Inde par exemple où l'argent peut représenter plusieurs années de travail pour la mère porteuse. Chaque femme reçoit un peu moins de 7 000 € pour porter un enfant, une somme qui équivaut ici à 20 ans de salaire. Pour Shilpa, qui a perdu son mari, c'était une nécessité, afin de nourrir et loger ses 2 filles. Je suis heureuse car je vais apporter de la joie à notre couple. Et puis la France, ce n'est pas les USA.
On se doute bien qu'en France, si la GPA était adoptée, on serait clairement dans un système beaucoup plus proche de la GPA éthique canadienne que de la GPA esclavagiste indienne. Donc on oublie cette vision déformée esclavagisante de la GPA et on passe à l'argument suivant. Cinquième argument, les risques pour la gestatrice. Une grossesse, c'est risqué. Donc une GPA et les traitements hormonaux qui vont avec présentent un risque pour la mère porteuse. C'est un argument parfaitement valide. Reste à quantifier ce risque et à voir si le risque est un argument valable pour l'interdire. Selon les statistiques, en France, nous avons un décès maternel sur 10 000 naissances. Ce n'est certes pas rien. Ça veut dire que sur 10 000 GPA, une femme mourra de cette GPA ou de cette grossesse. Mais cette même année de grossesse, elle a 5 fois plus de risque de mourir d'un AVC, car chaque année, une femme sur 2000 mourra d'un accident vasculaire cérébral. Et si elle pratique un métier dangereux, je n'en parle même pas. Marin-pêcheur, élagueur, conducteur de taxi, ouvrier de l'amiante ou du nucléaire, ou encore tous ceux qui font des essais cliniques de médicaments contre rémunération. Oui, c'est autorisé en France. Tous ces métiers, et bien d'autres, sont bien plus risqués que de faire une GPA, mais restent autorisés. Donc il n'y a pas de raison d'interdire la GPA pour cette raison-là. Sixième argument, une GPA peut entraîner des problèmes juridiques. En effet, qui doit décider des choix pendant la grossesse, par exemple si le fœtus montre un handicap, et si la mère porteuse veut garder l'enfant, etc., etc. Cependant, cet argument ne tient pas. Les problèmes juridiques ne sont pas des arguments qui peuvent orienter un choix de société. Si un problème juridique se présente, il suffit de modifier les lois, sinon la jurisprudence s'en chargera. Dans le cas de la GPA, il suffit de prévoir des contrats qui envisagent toutes les possibilités de manière à ce que tout soit bien défini et bien clair. Et il faut modifier les lois de la filiation pour intégrer l'existence de cette pratique. En conclusion, nous voyons que les arguments contre la GPA ne tiennent pas, et qu'interdire la GPA réduit les libertés des femmes sous des prétextes soi-disant éthiques qui sont très discutables, et qui introduisent en plus une inégalité homme-femme. Les hommes font ce qu'ils veulent de leur corps, mais pas les femmes, qui doivent accepter que la société leur impose des interdits sur ce qu'elles font de leur utérus. Voilà, j'en ai terminé avec ma plaidoirie. La parole est à la défense.